mars 1986. Le corps calciné de George Mott est retrouvé dans son appartement du nord de l'État de New York. Si la maison est restée intacte, la victime, elle, a été réduite en cendres, comme si elle avait brûlé de l'intérieur. Il s'agirait d'un cas de combustion humaine spontanée. En 1853, l'auteur anglais Charles Dickens publie Bleak House. Au gré de l'intrigue, Dickens fait disparaître l'un de ses personnages dans un nuage de feu, une combustion humaine spontanée. À l'époque de Dickens, il était de croyance populaire que les alcooliques invétérés pouvaient s'enflammer d'eux-mêmes, et ce justement à cause de leur goût immodéré pour les spiritueux, très inflammables. Si aujourd'hui cette association entre combustion humaine spontanée et alcoolisme est chose du passé, le sujet n'en demeure pas moins d'actualité. En 2010, le corps d'un homme de 67 ans, Michael Faherty, a été retrouvé dans son petit meublé de Ballybane en Irlande. Le corps de M. Faherty avait pratiquement été réduit en cendres, alors que son appartement n'avait que très peu souffert de l'incendie. Le médecin légiste, le Dr Ciaran McLaughlin, incapable de trouver une explication rationnelle au décès de M. Faherty, en a conclu que le septuagénaire avait probablement été victime d'une combustion humaine spontanée. Aujourd'hui, je vous propose une exploration au sein de l'un des phénomènes les plus controversés de l'histoire du paranormal, la combustion humaine spontanée. Christian décide de se rendre en Pennsylvanie, aux États-Unis, pour aller rencontrer les experts sur le sujet. Lorsqu'il est question de combustion humaine spontanée, la référence incontournable est Larry Arnold. Cet ingénieur mécanicien s'intéresse à ce brûlant sujet depuis près de 40 ans et dirige Parascience, un organisme qui enquête sur des phénomènes qui défient l'orthodoxie scientifique. Larry Arnold a publié A Blaze, un ouvrage consacré à la combustion humaine spontanée. Le livre présente une dizaine d'histoires, dont celle de George Mott, une histoire sur laquelle Larry Arnold a enquêté personnellement. Comment résumeriez-vous la combustion humaine spontanée? La combustion humaine spontanée est la capacité pour un corps de s'enflammer, de faire des cloques et de brûler, en l'absence d'une source d'ignition ou d'une flamme à proximité. On a l'impression que l'environnement également échappe à la chaleur ou aux flammes. C'est le cas classique de combustion humaine spontanée. Le corps est presque entièrement consumé, déshydraté, réduit en poudre. Mais en même temps, toutes les matières combustibles environnantes qui s'enflamment à des températures beaucoup plus basses que le corps humain ne sont pas détruites. Des piles de journaux, des objets de plastique et parfois même les vêtements de la victime elle-même n'ont pas brûlé. Alors que le corps, lui, s'est consumé de façon plus complète que dans les crématoriums, et ce, même sous les conditions normales. Voilà tout le mystère. Dans votre livre, A Blaze, vous présentez plusieurs cas, et l'un de ces cas pour lesquels vous semblez demeurer perplexe, c'est celui de George Mott. George Mott était un pompier à la retraite de 58 ans qui vivait seul. Il a été vu pour la dernière fois par son fils Kendall le soir du 24 mars 1986. 2 jours plus tard, la sœur de Kendall s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas entendu parler de son père George. Alors Kendall s'est dit « Je vais aller vérifier ce qui se passe pour m'assurer que tout va bien ». Il est arrivé à la maison et a réalisé que les fenêtres semblaient noircies. Kendall est entré chez son père. Il a vu que quelque chose n'allait pas, quelque chose dans le coin de la chambre. Il était tendu et apeuré. Il a compris que quelque chose était peut-être arrivé à son père. Mott était très prudent avec le feu parce qu'il en connaissait les dangers, ayant été pompier volontaire durant plusieurs années. Or, on ignore comment il a pu se consumer dans son lit.
à travers les vieilles planches, les 2 par 8 qui supportaient le lit et même l'espace en dessous. Tout ce que les premiers répondants ont trouvé sur le lit, c'est la moitié inférieure de sa jambe droite. Le reste de M. Mott s'est pulvérisé, de la poussière sèche. Il a fallu sortir les cendres à la pelle. George Mott pesait environ 180 livres. Tout ce qu'on a pu sortir de sa maison 2 jours plus tard, c'est environ 2,5 livres de cendres, une jambe et un squelette rétréci. Étrangement, le feu n'a pas dépassé les limites du lit. Au bout du matelas, de la literie et les 2 pantoufles de M. Mott ont même été retrouvées intactes. Les investigateurs n'ont trouvé ni cigarettes ni cigares au cours de leur enquête. Il y avait bien des allumettes, mais elles servaient à allumer le poêle pour les invités, situé de l'autre côté de la pièce. Pourquoi ces allumettes n'ont-elles pas pris feu? Voilà une question à laquelle ni nous, ni les autorités locales ne pouvons répondre. Les allumettes étaient près d'une source de chaleur qui devait atteindre les 2000 degrés Fahrenheit. À cette température, on pourrait brûler de la roche ou de la lave. Pourquoi ces allumettes, qui n'étaient qu'à quelques mètres, n'ont-elles pas pris feu? Il y avait aussi tellement d'autres objets dans la maison qui auraient pu se consumer. Le feu n'a pris que dans le lit de M. Mott. Pourquoi cette résistance de la communauté scientifique à s'intéresser à ce genre de sujet? On s'est demandé pendant des années pourquoi le service des incendies n'a pas voulu se rendre à l'évidence. L'information et les cas que nous avons compilés expliquent la combustion humaine spontanée. N'importe qui d'un peu curieux aurait souhaité trouver une explication à cette histoire plutôt étrange. Quelqu'un au département des incendies aurait dû essayer de comprendre ce qui s'est produit. Mais la plupart s'en foutent carrément. La meilleure explication que nous ayons pour justifier leur mutisme et ce déni de l'information se résume à la xénophobie. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ne croient que ce qu'ils connaissent du comportement du feu et de ses habitudes. Ces cas viennent remettre en question toutes ces connaissances, cette compréhension et ce savoir qu'ils croient détenir. Donc, pour certains, c'est juste dérangeant, stressant, beaucoup trop embarrassant. Notre enquêteur veut vérifier l'opinion qu'ont certains experts de la combustion spontanée pour expliquer le phénomène plus en profondeur. L'une des hypothèses les plus populaires pour expliquer le phénomène de la combustion humaine spontanée est l'effet mèche ou l'effet bougie. Dans ce scénario, les vêtements et le corps formeraient une espèce de bougie inversée. Les habits seraient la mèche et le corps, avec ses tissus graisseux, formerait le combustible. Hypothèse d'ailleurs endossée par le Bureau des enquêtes fédérales aux États-Unis, une source d'allumage, une cigarette ou un radiateur placé à proximité mettrait le feu aux vêtements. Dans un environnement mal aéré, les flammes seraient circonscrites dans un lieu limité et pourraient perdurer pendant des heures, réduisant le corps en cendres. Christian va dans le comté d'Essex, dans l'État de New York, pour tenter d'approfondir son enquête.
Dans le cas de George Mott, l'enquête sur ce décès pour le moins singulier a été confiée au service des incendies d'Essex County dans le nord de l'État de New York. Don Jaquish dirige aujourd'hui ce service. Le cas de George Mott date, je crois, de 1986. Ça s'est passé dans la ville de Crown Point. L'équipe d'investigation des incendies d'Essex a enquêté sur cet incendie. George Mott a été trouvé dans son lit, complètement consumé, à l'exception d'une très petite partie de son corps. Il semblait avoir brûlé à travers son matelas et son sommier, jusqu'au plancher. Cependant, le reste des lieux n'avait pas vraiment été endommagé par le feu, mais plutôt par la suie, beaucoup de suie. Et la maison est demeurée intacte. C'est un cas vraiment inhabituel. On a conclu à un cas de combustion humaine spontanée. À ce moment-là, j'imagine que les enquêteurs originaux ont évalué toutes les possibilités pour expliquer l'incendie. Quelles ont été leurs conclusions originales? L'un d'entre nous a émis cette hypothèse de combustion humaine spontanée. Plusieurs agences, incluant le département d'investigation de la police de New York et d'autres enquêteurs de notre unité d'investigation, ont pu trouver le point d'origine du feu. Cependant, ils n'ont pu retracer la source d'ignition, autrement dit, ce qui a mis le feu au lit. Nous n'avons pu déterminer pourquoi le corps de George Mott était brûlé à ce point, parce que nous n'avions jamais rien vu de pareil auparavant. Est-il possible que George Mott ait été victime de l'effet chandelle ou l'effet bougie? L'effet bougie, c'est... En fait, il y a beaucoup de tissu adipeux dans le corps humain. Si un corps prend feu sur un matelas, comme dans le cas de l'effet bougie, le matelas devient la mèche et le corps la cire. Si la pièce est faible en oxygène, le corps va brûler comme une chandelle, grâce au matelas qui sert ni plus ni moins de mèche. C'est sans doute la meilleure explication pour ces cas où des gens ont été retrouvés dans un tel état. Pensez-vous que George Mott a pu être victime d'une combustion humaine spontanée? Je n'écarte pas la combustion humaine spontanée. Je suis plutôt sceptique. C'est dommage que ce ne soit pas arrivé à notre époque, parce que nous aurions plus de ressources pour expliquer ce qui est vraiment arrivé. Je ne dis pas que ça ne s'est pas produit. Je ne peux pas l'exclure. Mais les conditions qui prouveraient le contraire sont très minces, comme par exemple le parfait taux d'oxygène, pas d'embrasement spontané, pas de retour de flamme ou de fenêtre brisée. Alors oui, c'est très inhabituel. C'est un feu anormal et les conditions dans lesquelles le corps a été trouvé le sont aussi. Est-ce que le feu qui a brûlé George Mott a réagi de la manière dont un incendie ou des flammes vont se développer dans un environnement relativement clos? La plupart des corps brûlent à partir de l'extérieur. Le corps de George a brûlé comme si le feu avait pris de l'intérieur vers l'extérieur. Alors il ne montre pas les signes habituels d'un corps brûlé. OK. Et avez-vous déjà rencontré un cas semblable à celui de George Mott? Non. C'est le seul cas que j'ai vu où presque 80% du corps était réduit en cendres. 30 ans plus tard, on est toujours au milieu d'un mystère. Tout à fait. La faiblesse dans le cas des combustions humaines spontanées, c'est le temps écoulé entre le début de la combustion et la découverte du corps. Les sceptiques soutiennent qu'un mécanisme comme l'effet bougie ou l'effet mèche pourrait réduire un corps en cendres en quelques heures. Dans le cas des crémations dans les centres funéraires, le processus demande près de 3 heures à des températures de 2500 degrés. Et même après coup, il reste des os qui doivent être broyés pour finaliser le processus. Le 8 novembre 1964, les sapeurs-pompiers de Upper Darby, en Pennsylvanie, reçoivent un appel. Un feu fait rage en banlieue sur Drexel Hill. Il est exactement 8h45. Lorsque les sapeurs arrivent sur place, une maison à 2 étages, une épaisse fumée noire s'échappe du deuxième.
Lorsque les pompiers entrent dans la pièce d'où vient toute cette fumée, ils remarquent qu'il n'y a que très peu de flammes. En fait, le brasier semble circonscrit dans un seul coin de la pièce. Il ne leur faut que quelques minutes pour éteindre les flammes. Puis, au fur et à mesure que la fumée se dissipe, les pompiers sont confrontés à un spectacle extraordinaire. C'est selon toute apparence un fauteuil placé dans le coin de la pièce qui était en flammes. Et visiblement, il y avait quelqu'un d'assis dans ce fauteuil. Sur le devant de la chaise, les pompiers voient 2 jambes, des orteils aux genoux. Le reste du corps a disparu. Curieusement, la pièce a très peu souffert de l'incendie. À en juger par l'état de crémation avancé de la victime, on pourrait croire que le feu a fait rage pendant des heures. Mais il n'en est rien. La victime, Mme Hélène Conway, a été vue quelques minutes avant que des voisins n'appellent les sapeurs-pompiers pour signaler un incendie. Cela signifie que Mme Conway a brûlé de cette manière en moins de 30 minutes. Même en envisageant un processus comme l'effet bougie, comment expliquer qu'Hélène Conway ait pu brûler aussi rapidement? Quelque chose d'autre a dû se produire pour expliquer la mort étrange de cette pauvre femme. De retour à Montréal, Christian rencontre Régis Solery, médecin et professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a étudié la combustion humaine spontanée. Si je le savais réellement, j'aurais écrit un livre complet là-dessus. Ça peut être, d'une part, ce que la science dit toujours, c'est le weak effect, c'est-à-dire l'effet mèche. Et la plupart des gens disent, en science, ben voilà, on a compris, ça explique ça. Moi, je suis pas du tout convaincu par cette explication. Une hypothèse beaucoup plus récente, qui a été soulevée par un grand scientifique, mais autodidacte. Et selon Brian Ford, ce scientifique, selon lui, la succession des événements est la suivante. Le phénomène concerne souvent des gens qui sont pas en pleine forme, disons. Donc, ce sont des gens qui ont probablement des métabolismes biochimiques qui sont pas tout neufs. Ces gens-là vont utiliser pour faire de l'énergie, on utilise nous en général les sucres, mais eux vont utiliser beaucoup plus de lipides que des sucres. Les triglycérides qui sont formés libèrent du glycérol, ça fait de l'énergie, et des acides gras. Je vous l'avais dit, c'est un peu compliqué, mais les acides gras peuvent rentrer dans les mitochondries, ce sont des petits organites qu'on a tous dans nos cellules. Dans ces mitochondries, ils vont se transformer, plusieurs étapes, et ça amène, entre autres, un petit peu d'acétone. Cet acétone se retrouve dans l'expiration, dans l'air expiré des patients, et va également se retrouver dans le tissu adipeux. Eh bien, s'il y a de l'acétone ambiante, il suffirait d'électricité statique par des vêtements pour déclencher effectivement du feu. On le sait, quand on utilise de l'acétone dans des laboratoires, il faut des conditions de sécurité vraiment extrêmes. Donc c'est très inflammatoire. Maintenant, comme je disais, c'est une théorie qui n'est pas vérifiable expérimentalement. Donc ça reste à l'état de théorie. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas où on aurait trouvé un individu intact de l'extérieur et qu'à l'intérieur, au moment de l'autopsie, on aurait découvert, par exemple, les organes brûlés. On ne voit pas d'ailleurs comment, de l'intérieur, il pourrait naître cela, même si on prend l'hypothèse de l'acétone comme, disons, la plus séduisante, même si elle n'est pas bétonnée, ça ne prend pas à l'intérieur. Ça reste donc toujours une source extérieure. A priori, oui. Alors certains disent, oui, mais il y a des gens chez qui on n'a rien trouvé comme source. C'était des non-fumeurs, il n'y avait pas de feu de cheminée, il n'y avait rien du tout. Oui. Bon. Pourquoi, si ça se produit chez des êtres vivants, pourquoi n'a-t-on pas documenté des cas de combustion animale spontanée? C'est vrai qu'il n'y a pas de cas connus de ce phénomène chez l'animal. Il y a une explication qui est tout à fait logique. Un animal ne s'allume pas une cigarette avec un briquet, etc. Mais je crois que si on remonte un peu plus en avant dans l'histoire, c'est une explication qui serait plus l'humain est différent de tout le reste. Et d'ailleurs, on sait que c'est un phénomène, la combustion humaine dite spontanée,
qui a été considéré comme une punition divine initialement. Et on ne punit pas un animal sous prétexte qu'il est alcoolique. Alors je pense qu'il y avait, d'ailleurs on appelait ça le catacausus ebriosus, qui fait mention de l'ébriété. Alors évidemment, ces hypothèses-là n'existent plus, mais je pense que ça aussi a un lien avec ça. Cette punition, entre guillemets, divine, ne peut évidemment concerner que l'espèce humaine. Et c'est vrai que dans le cas des combustions humaines spontanées, la reproductibilité de l'expérience est excessivement difficile. Oui, parce qu'on ne sait pas quel est le point de départ. Donc, est-ce qu'on va utiliser une substance pour accélérer ou pas? On ne sait pas quel est le point de départ. Je pense que les victimes de la combustion humaine spontanée ne sont pas décédées d'un feu né de l'intérieur, mais ont plutôt été frappées par un phénomène d'autocombustion accélérée. C'est-à-dire qu'elles ont été victimes d'une source d'allumage extérieure, comme une cigarette ou une cuisinière placée à proximité, mais que leur corps a brûlé à une vitesse inhabituelle. Je pense également que pour brûler de la sorte, ces gens présentaient des états pathologiques particuliers. Malheureusement, j'ignore quels sont ces états pathologiques. L'élément X m'échappe encore. Bien sûr, je ne rejette pas entièrement l'effet bougie ou l'effet mèche, mais cette hypothèse est très controversée dans certains cas, comme dans le cas de la mort d'Hélène Conway, et doit être écartée dans les situations où il y a eu des témoins oculaires ou des survivants. Dans le cas des combustions humaines spontanées, il faut bien l'avouer, la mécanique nous échappe encore.